Bienvenue sur Gabon 24 dans ce plateau spécial consacré à l'intégration régionale en Afrique centrale. En Afrique, plus particulièrement au cours des années 1960, dans l'euphorie qui a suivi les indépendances, l'intégration économique régionale avait été présentée comme une solution indispensable au décollage économique. L'une des raisons avancées et qui garde encore toute son actualité en 2022 est que les économies africaines, généralement de petite taille, souffrent d'un manque de compétitivité. Il fallait, à partir de ce constat, trouver des solutions qui permettent à l'Afrique de regarder dans une même direction. L'intégration régionale, bien plus qu'un concept, est indispensable au développement de l'Afrique. Vous l'avez bien compris, la conférence internationale sur les enjeux et instruments de l'intégration régionale en Afrique centrale permet à Gabon 24 de revenir sur cette question. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Samuel Guérino, maître de conférence et doyen de l'école d'économie de Clermont-Ferrand, et avec lui, M. Jean-Claude Nguemini, directeur de la surveillance multilatérale. Bienvenue, messieurs. Merci. Merci, bonjour. Il y a que la problématique relative à l'intégration régionale en Afrique centrale traîne derrière elle un certain nombre de décennies. Parce que, pour être précis, c'est en mars 1994 que la CEMAC avait été créée dans l'objectif de renforcer les efforts déjà consentis par l'UDEAC dans le processus d'intégration. Messieurs, s'il faut faire un diagnostic sur ce processus d'intégration aujourd'hui, qu'est-ce qui en ressort? La parole est à qui veut la prendre. Grand merci. Nous vous remercions grandement. Nous sommes actuellement à Libreville dans le cadre de la conférence organisée conjointement par la commission de la CEMAC et la FEDI sur les enjeux et instruments de l'intégration régionale en Afrique centrale. Il faut dire que cette conférence fait suite à une autre qui a été organisée à Yaoundé en 2014 sur l'intégration économique régionale en Afrique centrale. Et donc, suite à cette conférence, bon nombre de questions s'étaient posées et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on s'appesantit sur les enjeux et instruments de l'intégration régionale en Afrique centrale. Vous avez si bien dit, vous avez décrit le processus qu'a connu un peu la CEMAC en matière d'intégration régionale depuis que l'UDEAC jusqu'à l'avènement de la CEMAC en 1994. Il faut dire que en fait que vous avez si bien fait part que nous sommes des économies de petite taille et donc nous avons besoin des économies d'échelle en nous mettant ensemble. Et donc, en nous mettant ensemble, ça permet que nous ayons un marché qui soit un peu consistant. Et voilà pourquoi, en mettant en place la CEMAC, en fait, l'un des objectifs premiers qui a été assigné à la CEMAC, c'est la mise en place d'un véritable marché commun. Et dans le cadre de la construction donc, de ce marché commun, les législations fiscales et douanière, déjà douanière, puisque l'UDEAC, c'était beaucoup plus l'union douanière. Et donc, dans le cadre donc, du marché commun, donc, il y a eu un renforcement de l'harmonisation des législations fiscales des États membres. Et donc, à ce jour, les législations fiscales sont pratiquement les mêmes au niveau des États membres. Actuellement, il y a un processus de révision en fait, des directives fiscales qui avaient été prises. Il y a eu une directive sur les droits d'assises qui a intervenu en mars 2019 en N'Djamena. Actuellement, bientôt, il y aura une nouvelle directive sur la TVA, une nouvelle directive sur l'impôt sur les revenus et l'impôt sur les revenus des personnes physiques et très bientôt aussi une autre directive sur la dépense fiscale. Du côté du marché commun, il y a une évolution, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens depuis le sommet des chefs d'État qui s'est tenu en octobre 2017 en N'Djamena. Il y a eu consécration effective de la libre circulation des personnes et des biens. Actuellement, la CEMAC est en train de travailler pour approfondir davantage cette libre circulation, notamment à travers l'institution au niveau des différents États des passeports CEMAC ainsi que des cartes d'identité biométriques. Actuellement, 5 États sur 6 disposent d'un passeport CEMAC. Actuellement, il reste un État avec qui nous sommes en train de travailler pour que cet État puisse disposer, peut-être d'ici la fin de cette année, du passeport CEMAC. Il y a bien sûr qu'il y a encore quelques entraves à cette libre circulation, notamment en ce qui concerne les barrières
tarifaires et non tarifaires qui sont assez nombreuses au niveau des différents corridors, au niveau de la sous-région, mais dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, qui a été mis en place en 2016 pour constituer un peu la réponse régionale au choc pétrolier qu'a subi la CEMAC en 2014 et 2015 et qui a connu le pic en 2016. Dans le cadre de ce programme, en fait, il y a une exhortation qui a été faite aux différents gouvernements de supprimer, de rationaliser les postes de contrôle au niveau des différents corridors et de faire une communication sur les postes qui sont officiels. Et aussi, dans le cadre du renforcement de la libre circulation actuellement, il y a des projets de mise en place des postes de contrôle unifrontaliers au niveau des différentes frontières, au niveau de la CEMAC, pour pouvoir juxtaposer un peu les administrations qui se retrouvent au niveau des frontières pour que les formalités de passage des frontières soient davantage fluides et soient aussi moins coûteux. Vous avez fait part du diagnostic de l'intégration, j'ai fait part du marché commun. Il y a aussi d'autres aspects où l'intégration est aussi avancée, c'est l'intégration économique. Il y a un dispositif de surveillance multilatérale qui a été mis en place au niveau de la CEMAC en 2001 et qui vise la convergence, des politiques économiques vers des performances soutenables. Lorsqu'on parle des États membres, justement, le thème est très évocateur. Le thème que vous avez choisi au cours de cette conférence est très évocateur à travers les termes qui le composent, à l'exemple de enjeux. Lorsqu'on parle des enjeux, est-ce que les États membres ont des enjeux de façon homogène ou bien chaque État a des intérêts de façon différente? Alors, il y a une partie des enjeux qui sont communs, et ça a déjà été dit, Jean-Claude l'a rappelé, la constitution d'une économie de taille suffisante, alors une masse critique en termes de population, d'activité économique, qui permettent de bénéficier des économies d'échelle, globalement d'un fonctionnement efficace et productif. Ça, c'est un enjeu qui est clairement commun. Et ça, c'est la partie, entre guillemets, sur laquelle l'accord est assez facile, puisque tous les membres ont quasiment le même objectif de progresser vers cette économie qui a une masse critique suffisante. Alors après, il faut quand même avoir en tête que même si la plupart des problématiques sont communes, les pays, ces différentes problématiques n'ont pas exactement le même poids pour chacun des pays. Donc pour certains pays, la priorité, ça va plutôt être de progresser dans tel domaine, pour un autre, dans tel autre, et puis ça change au cours du temps. Il y a des pays qui sont actuellement plus impactés par la question sécuritaire. Et donc, ça peut changer un petit peu l'ordre des priorités. Et donc ça, c'est la difficulté, c'est une des difficultés qui a à faire avancer ce processus d'intégration économique de manière générale, c'est de tenir compte du fait que même si les problèmes sont globalement les mêmes, leur degré de priorité, la manière dont les pays sont touchés peuvent être un petit peu différents. Et donc, les pays doivent discuter. Alors, ils discutent régulièrement, il y a des institutions qui sont faites pour ça. Il y a une histoire du dialogue qui s'est vraiment améliorée au cours du temps pour ajuster et faire coïncider, trouver un dénominateur commun pour que, malgré les petites différences, on définisse des objectifs communs et un calendrier de ce sur quoi on peut avancer maintenant, ensemble. Et ça, il faut bien l'avoir en tête parce qu'on peut avoir parfois l'impression que l'objectif d'intégration régionale est consensuel, qu'il est partagé par tous et donc que tout devrait marcher tout seul. Voilà, il y a ça qu'il faut avoir en tête. Et puis naturellement, l'autre élément, c'est que l'intégration régionale, c'est pour des bénéfices collectifs, mais il y a un petit prix à payer qu'il faut que chacun des États membres accepte de faire confiance aux autres et laisse un petit peu de son pouvoir de décision, de sa souveraineté, dans une assemblée collective. Il ne le perd pas, mais il le met en commun. Et ça, naturellement, sur certains sujets, les États vont être plus réticents, vont demander plus de temps pour accepter ce type de mise en commun qui est une petite perte de souveraineté.
Au-delà donc de tout ce que vous venez de mettre en surface comme travaux, comme avancement observé, mais il reste à dire qu'il y a certains pans qui traînent. Aujourd'hui, vous avez parlé du marché commun. Où en sommes-nous? On a parlé du passeport commun. Où en sommes-nous? Voilà les vraies questions, voilà les vrais chantiers sur lesquels les populations de la région, de cette région-là, s'appuient. Bon, en fait, tout à l'heure, en ce qui concerne le marché commun, je vous ai un peu situé en fait quels sont les chantiers qui sont prioritaires au niveau de la CEMAC pour ce qui est de l'institution, de l'édification du marché commun. Actuellement, récemment, en fait, au niveau du Conseil des ministres de la CEMAC, il y a eu l'adoption des directives sur le marché en ce qui concerne le marché des services, notamment des directives pour pouvoir permettre l'implantation en fait, de certaines professions de manière aisée dans certains États membres, notamment en ce qui concerne les architectes, les pharmaciens, les sages-femmes, ainsi que bon nombre d'autres métiers. En fait, actuellement, le chantier, en fait, il y a la libre circulation des biens, il y a la libre circulation des services. Donc, actuellement, en fait, au niveau de la commission de la CEMAC, nous sommes en train de travailler en fait, sur la libre circulation des services, en fait, pour que les différentes professions puissent circuler de manière aisée et s'installer de manière aisée dans un État membre comme dans un autre. L'autre chantier, je vous ai fait part là-dessus, c'est en ce qui concerne l'harmonisation fiscale. L'harmonisation fiscale, nous sommes en train de travailler là-dessus. Je vous ai fait part des chantiers ou des nouvelles directives fiscales, en fait, qui seront bientôt adoptées. En fait, ces directives plus ou moins viennent plus ou moins pour arrimer les directives existantes déjà au niveau des aux standards internationaux. L'autre chantier, c'est au niveau de l'union douanière. Je crois récemment, le Conseil des ministres de la CEMAC a pris en fait, a adopté en fait le tarif extérieur commun de la CEMAC suivant la version 2022 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Nous sommes également en train de travailler sur, en ce qui concerne toujours au niveau de l'union douanière, sur un manuel de procédure douanière en ce qui concerne le secteur extractif. Autre chose également en ce qui concerne la modernisation des administrations fiscales, nous sommes en train de travailler sur un livre de procédure fiscale, en fait communautaire, qui permettrait un peu d'harmoniser les procédures fiscales au niveau des administrations fiscales, au niveau de la communauté. Voilà un peu le marché commun. Tout à l'heure, j'ai fait part de la surveillance multilatérale, en fait, qui est aussi un domaine d'intégration assez avancé au niveau de la communauté et qui permet un peu que les politiques nationales, les politiques budgétaires au niveau national puissent tenir la politique monétaire qui est commune. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2001, où une révision est intervenue en 2016 et dans le cadre de cette révision, c'est beaucoup plus d'amener les États membres à la mise en œuvre de politiques budgétaires qui soient contracycliques, des politiques budgétaires qui n'entraînent pas une instabilité au niveau de la commande publique, qui n'entraînent pas une instabilité au niveau de la croissance, en fait, qui ne génèrent pas trop de déséquilibre sur le cadre macroéconomique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points convergents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais la question est de savoir, est-ce que la complexité des priorités présentées ou des intérêts présentés, sinon défendus par chaque État, est aussi à l'origine du ralentissement de tous ces efforts-là, du ralentissement de ce processus d'intégration? C'est sans doute un élément qui peut jouer quand les pays subissent des chocs un peu importants. J'ai évoqué tout à l'heure le choc sécuritaire, mais évidemment le choc pétrolier, le contre-choc, l'instabilité du prix du pétrole ne facilite pas l'avancée des réformes parce que eh bien, les conséquences pour les différents États ne sont pas exactement les mêmes. Les chocs sont dans le même sens, mais la baisse du prix du pétrole, c'est très très fort pour le Congo, la Guinée équatoriale, c'est quand même beaucoup moins fort pour le Cameroun, bon, et naturellement pour la République centrafricaine. Donc la survenance de chocs un petit peu importants, eh bien, effectivement, complique un peu les choses, parce que eh bien, sur une trajectoire de réforme avec des étapes progressives que la Commission essaie d'accompagner, d'identifier quels sont les endroits où on peut avancer
parce que tout le monde est OK, eh bien ça peut être perturbé par des agendas nationaux qui deviennent prioritaires. Justement, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de mettre sous la lumière de l'opinion ces points divergents aussi? Parce que les gens pensent très souvent que l'intégration régionale de l'Afrique centrale, il n'y a que des points convergents, alors qu'il y a des facteurs bloquants qui font en sorte que tous les efforts consentis par la communauté ne portent véritablement pas de fruits. Alors, peut-être qu'ils ne portent pas des fruits aussi vite. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple aussi, vous avez posé la question du passeport. Je pense que c'est assez emblématique. Ça a été discuté hier dans la session, et c'était assez intéressant de voir que la question dans la salle, c'était, mais le passeport, CEMAC, on en a entendu parler, personne ne l'a vu, ça n'existe pas, où en est ce projet? Et on s'est rendu compte lors des discussions que le problème, c'était surtout un problème de médiatisation, de connaissance par les opinions publiques, parce que, comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, ce passeport, en fait, il existe, il est opérationnel pour 5 pays sur 6, le processus est en cours de finalisation pour le 6e, et donc il y a une partie de la mécompréhension qui est liée au fait que, certes, ça prend plus de temps que prévu, mais aussi, c'est des processus qui ne sont pas très bien connus. Et donc, il y a sans doute une mauvaise perception de ce qui avance quand même, hein, et puis des effets des effets positifs qu'il peut y avoir associés à l'intégration. Alors peut-être qu'il y a, en termes de communication, un petit effort aussi à faire pour dire tout ça n'est pas si facile, il y a des obstacles parfois, la communication politique a tendance à se focaliser sur l'objectif qu'on veut atteindre. Mais je pense que globalement, c'est aussi un des enseignements de cette conférence. Les instruments, les institutions de l'intégration régionale méritent d'être plus valorisés. Bon, c'est ce que vous faites exactement aujourd'hui. OK. Cette conférence est organisée en collaboration, sinon en partenariat avec la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Est-ce que cette institution, sinon, est-ce que cette fondation est un instrument, est un vecteur d'intégration ou c'est un outil qui participe de la mise en place des outils, sinon des instruments qui participent à l'intégration? Parlez-nous un peu de ce partenaire. La FERDI, elle n'est pas là pour faire l'intégration, elle n'est pas là pour être un acteur direct de l'intégration, c'est pour contribuer à la réflexion. Comme vous l'avez déjà dit, ce sont des questions qui sont complexes, ce sont des questions qui ont des enjeux internes, des enjeux politiques, et donc la justification de l'appui de la FERDI, eh bien, ça n'est pas de faire des choses qui ne pourraient pas être faites ici, mais c'est d'apporter un deuxième regard, un regard extérieur, qui, du coup, va être moins focalisé sur des enjeux nationaux, des enjeux régionaux. Disant, voilà, vu de l'extérieur, voilà ce qu'on peut vous dire sur des choses qui ont marché ou pas marché ailleurs. Et voilà la boîte à outils. Maintenant, à vous de voir dans votre contexte ce qui vous est le plus utile, qu'est-ce qui vous semble adapté à votre situation. Alors, au regard justement de l'objectif recherché par cette conférence et surtout en se focalisant autour de la double problématique qui tourne autour de, je cite, des moyens d'approfondir l'intégration au sein de la zone CEMAC selon des dimensions nouvelles pour lesquelles des progrès sont réalisables d'une part, et de l'identification des dimensions pour lesquelles une extension géographique de la zone d'intégration pourrait être envisagée d'autre part. La question est de savoir comment sommes-nous encore à organiser des conférences qui soient axées sur des réflexions. Est-ce que le projet avance? Est-ce qu'on n'est pas là en train de tâtonner? Les conférences, quel que soit le domaine, on est toujours amené à organiser des conférences, puisque les conférences sont des instances où il y a des partages d'idées, des partages de réflexions, ainsi de suite, où on se rend compte de certains enjeux, sur des leviers sur lesquels on doit travailler pour pouvoir booster tel domaine ou faire avancer ceci. Quel que soit le domaine, il y aura toujours des conférences. Mais ce qu'il faut dire en ce qui concerne cette conférence spéciale sur l'intégration régionale, je vous ai fait part que ça suite à une autre qui a été organisée en 2014, GAST toujours aussi avec
la contribution de la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, avec qui la CEMAC dispose d'une convention de partenariat. Cette convention de partenariat, c'est depuis 2014 que nous avons une convention de partenariat avec la FERDI, où la FERDI nous assiste à faire des études sur certains domaines très bien précis, tels que ce domaine de l'intégration. Il y a aussi la réforme du dispositif de surveillance multilatérale. Même dans le cadre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, la FERDI a contribué à la réflexion sur la mise en place de ce programme. Mais tout ce qu'il faut peut-être faire part, c'est vous ai fait part que les thèmes qui sont abordés à cette conférence découlent en fait des recommandations de la conférence qui s'est tenue en 2014 à Yaoundé. Maintenant, au niveau de cette conférence, les thèmes qui ont été abordés, il y a eu la mesure et le suivi de l'intégration régionale, il y a eu la surveillance multilatérale à l'épreuve des chocs, il y a eu le choc pétrolier en 2014, après il y a le choc sécuritaire dans la zone, il y a eu le choc sanitaire, comment la surveillance multilatérale contribue plus ou moins à la résorption ou à l'atténuation un peu des risques découlant de ces divers chocs. Donc tout cela a été évoqué. Aujourd'hui, il y a eu le thème sur l'intégration régionale comme levier de la transformation structurelle en Afrique centrale. Donc c'est plus ou moins, vous avez fait part de l'extension géographique de la zone de l'intégration en ce qui concerne l'Afrique centrale. C'est plus ou moins des recommandations qui ont été issues de l'autre conférence qui a été organisée où on a abordé ça aujourd'hui. Et il faut faire part que suite à une conférence, il y a des nouvelles, il y a des nouveaux sujets qui émergent et sur lesquels la commission ou les institutions régionales de la CEMAC avec ses partenaires, que ce soit les partenaires au développement, doivent travailler davantage pour approfondir l'intégration dans notre zone. Alors, vous faites bien de parler de recommandations. Alors, j'ai été en train de vous demander, au terme de ces 2 jours de travaux intenses, quels sont, en perspective, les chantiers prioritaires sur lesquels les actions stratégiques et spécifiques que la commission de la CEMAC va poser pour que finalement son action soit plus efficace et plus efficiente et que finalement on puisse ressembler à d'autres zones régionales, pourquoi pas continentales. On a l'exemple de l'Union européenne, on a l'exemple de la CEDEAO. En parcourant en fait les divers thèmes qui ont été développés au niveau de la conférence, en fait les recommandations ont émergé au niveau de chaque thème, que ce soit sur le thème sur la mesure et le suivi de l'intégration régionale. En ce qui concerne les chantiers prioritaires sur lesquels la CEMAC doit mettre beaucoup l'accent, en fait, déjà, c'est l'intégration physique, en fait, l'intégration qui est visible par le citoyen lambda, notamment le renforcement de la libre circulation des biens, des services, des personnes ainsi que des capitaux. C'est un sujet qui est prioritaire. Actuellement, au niveau de la CEMAC, il y a déjà le lancement des études de faisabilité en ce qui concerne les projets de construction des postes de contrôle frontalier uniques. Ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Il y a aussi des études de faisabilité en ce qui concerne l'interconnexion entre certains pays, notamment en ce qui concerne le corridor entre le Gabon et le Congo. Il y a aussi d'autres projets où l'accent doit être mis en place, notamment en ce qui concerne l'interconnectivité. Déjà, grâce à un appui de la Banque mondiale, il y a le projet d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad, ainsi que le projet de développement du corridor entre le Cameroun et le Tchad. Il y a également aussi dans le pipeline le programme intégré des 3 frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, où il y a bon nombre de projets qui seront développés dans ce cadre, notamment à travers le projet d'interconnexion électrique entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il y a également ce projet d'un port sec au niveau aussi des Bébéines. Il y a assez de projets. Il y a aussi l'angle sur le plan du renforcement de l'intégration, sur le plan de la convergence économique qui doit être également où l'accent va être mis sur la mise en place de certains outils qui vont permettre de renforcer la mise en œuvre de la nouvelle réforme du dispositif de surveillance multilatérale, notamment
actuellement, il y a des réflexions pour la mise en place d'un fonds multilatéral destiné à régorger l'épargne financière sur ces ressources pétrolières. Il y a également dans d'autres domaines, je vous ai fait part en ce qui concerne le marché commun, en ce qui concerne la libre circulation des services, ces directives qui ont été prises où l'accent sera mis pour l'implémentation effective de ces directives au niveau des États membres. Donc, il y a bon nombre de sujets sur lesquels la Commission va davantage travailler pour que l'intégration soit davantage visible par le citoyen lambda. Merci, Monsieur Jean-Claude Nguéméné. Je rappelle que vous êtes le directeur de la surveillance multilatérale et vous êtes venu sur ce plateau avec Monsieur Samuel Guérino. Lui, il est maître de conférence et doyen de l'école d'économie de Clermont-Ferrand. Merci, monsieur, d'être passé sur Gabon 24. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce plateau spécial axé sur les enjeux et instruments de l'intégration régionale en Afrique centrale. Merci de continuer à nous regarder sur Gabon 24. Les programmes se poursuivent.